Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index. On gagne encore un point par rapport à hier, mais nous sommes toujours dans l'extrême peur. Le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le Market Order Flow actuellement dans le neutral. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Et on regarde très rapidement Ichimoku Kinkoyo. On a pas mal de petites confiances qui peuvent être intéressantes et beaucoup de choses qui reviennent par rapport à notre Kinjun. Bon, ça peut être intéressant, Tenkan, ok, on peut revenir dans une forme de neutralité. Il y a le nuage qui... Enfin, tous les nuages, entre guillemets, sur Ichimoku sont rouges. Donc en réalité, quand les nuages sont rouges devant nous, ça, malheureusement, indique de la baisse. Hein, ni plus ni moins. C'est assez difficile. On a mal clôturé cette bougie. Honnêtement, on aurait vraiment pu aller chercher cette bougie de ravalement ici, clôturée là-dedans. Peut-être qu'on le fera au mois de juin, et pour le coup, ce sera un joli signal aussi, mais on aura ravalé les bougies en weekly, etc. D'ailleurs, on serait en train de consolider, et puis potentiellement une extraction haussière. On n'y est pas du tout. Donc pour le coup, il faut vraiment prendre du recul. Il y a des choses quand même qui sont intéressantes parce qu'on n'est pas dans les bas-fonds. On peut potentiellement aller chercher ce petit rebond. Oui, c'est ça aussi sur Ichimoku Kinkoyo. Kinjun Tenkan, c'est intéressant. Donc Tenkan Kinjun, pardon, à l'inverse. D'ailleurs, on a bien clôturé au-dessus. On est en train de travailler au-dessus. On est sorti, entre guillemets, de cette no man's land parce qu'on ne trade pas, en fait, entre ces deux bornes, Kinjun Tenkan. Et c'est peut-être un joli signal pour essayer potentiellement aller chercher un haut de nuage. Alors, est-ce que ce sera aujourd'hui? Est-ce que ce sera demain? Est-ce que ce sera... Mais plus le temps approche, et malheureusement, plus ce nuage descend. Bien évidemment, comme vous pouvez l'observer. Mais on a des jolies, éventuellement, confluences. Toujours sur les 35 000 $, ça peut être intéressant. Et ici, notre Chikou Spence pourrait potentiellement bloquer ici sur le prix. Ok, 34 000. Un petit rebond aussi, ça peut être intéressant, mais... Ce ne sera pas une relance potentiellement haussière. Il faudra vraiment attendre cette clôture en weekly. Donc on est long terme chez les rois, bien évidemment. On prend vraiment du recul, on prend du temps. Je garde un biais a priori encore bull sur le Bitcoin, mais en sachant que voilà, cette consolidation est trop longue pour moi et que je vois davantage quelque chose comme un push temporaire qui fasse un peu FOMO et puis qu'on aille en fait nulle part, voire plus bas. Je m'attends davantage à de la baisse que de la hausse ici, tout en gardant en optique que le Bitcoin est haussier. On est passé en mode haussier. Et à mon avis, jusqu'à preuve du contraire, les baisses sont des opportunités d'achat. Donc voilà. Toujours haussier en ce qui me concerne. Même si à la fin... haussier, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter là. Il fallait acheter plus bas quand c'était le moment. Mais je n'irai pas shorter ça parce que pour moi, c'est quelque chose de plutôt haussier. Et j'attends, comme je vous avais dit, la clôture de la weekly. C'est là que ça va se jouer. Si je prends ma clôture en mensuel, elle n'est pas jolie cette clôture en mensuel. On a clôturé pile dans les mèches, c'est pas très bullish l'histoire. Pour information, on avait fait exactement la même chose ici, ça s'était bien retourné, mais on attend en fait entre guillemets un mode espoir ici pour pouvoir éventuellement retourner ce marché. Actuellement c'est baissier, ni plus ni moins. On aurait vraiment aimé aller clôturer au-dessus des 35 000 $ pour aller clôturer au-dessus de ces mèches, pour pouvoir vraiment ravaler tout ça. Alors oui, bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui sont complètement coincées ici au niveau des vendeurs agressifs. Il y a beaucoup d'acheteurs entre guillemets qui sont déjà shortis par rapport au breakout de ce précédent mouvement extrêmement baissier. Si je passe en trimestriel, on voit autre chose qui est très intéressant, c'est qu'on a toujours la possibilité jusqu'à la fin du mois de venir reclôturer dans ces mèches, ce qui serait pas en fait un mauvais signal, toujours sur les 35 000 $. Oui, il y a des formes de confluence. Donc ça peut être potentiellement intéressant de le jouer, c'est pour ça qu'on peut potentiellement essayer de parier entre guillemets sur un rebond technique. On le dit depuis plusieurs semaines maintenant, plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant, mais pour le coup, la dynamique de fond reste malheureusement ici baissière puisqu'on a écrasé les précédents lots malgré l'effet Luna, etc. qu'on avait abordé dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier. Donc on sera bien sûr patient. Est-ce que c'est jouable? Oui, c'est toujours incertain. Je vous rassure tout de suite, les marchés seront toujours, ni plus ni moins, extrêmement incertains. Ce qu'il en est notamment en vue journalière, cette fois-ci l'open, du flow d'ordre général, voir comment ça s'est déroulé un petit peu sur les dernières parties. Première chose qu'on voit, c'est forcément l'open interest très très haut. D'accord, l'open interest, ça n'a jamais été aussi haut à l'heure actuelle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de leviers. Pareil, ici, on a le ratio qui est quand même très très haut, qui
bon, n'est pas au plus haut. On a eu des moments ici qui ont été plus hauts, mais néanmoins, on a quand même beaucoup de leverage qui sont mis en place. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les phases, justement, normalement, de bas qui annoncent ces accélérations, normalement, on est censé avoir un open interest qui monte. Bon, voilà, c'est plus ou moins le cas. On est censé avoir ici une forme d'incertitude qui se met en place, chose qui est en train de se mettre en place, qui était effectuée ici, d'accord? Ici on avait une forme d'incertitude, là, mais là c'est en train de se mettre en place aussi ici. Et d'ailleurs, plus on se dirigeait vers le haut, on avait une accélération à la hausse, mais ici les gens n'y croyaient pas, d'accord? Les gens n'y croyaient pas, tout simplement ils ont commencé à y croire par la suite, hein, genre quand on est arrivé vraiment très haut, là-dessus les gens ont commencé à y croire, jusqu'à la descente, et globalement ce qui est intéressant de voir, c'est que les personnes achètent la descente, hein. Les personnes étaient majoritairement sur l'achat durant toute la descente et durant tout le crash qui aurait été effectué, alors que lorsqu'il y a eu la montée, les gens n'y croyaient pas. Est-ce que là c'est en train de se faire un peu de la même façon? On aura au moins des premiers signaux pour se dire ok, potentiellement on est en train de partir. On est en train de partir et réagir plus vite par rapport à ça. L'autre chose qui est intéressante, c'est que nous avions une diminution de tout simplement, c'est-à-dire que là on avait la montée, on avait les positions top trader qui étaient majoritairement assez hausses et qui ont commencé à diminuer au fur et à mesure de cette chute pour arriver à un niveau très bas, de corrélation très basse, et avant de repartir à la hausse, d'accord? Et ce qui est intéressant de voir, c'est que sur cette première hausse, cette première impulsion haussière qu'il y a eu, il y a eu assez peu, globalement, d'engouement qui a été effectué, alors qu'on aurait pu attendre justement cette accélération très forte dessus. Là, à contrario, on a quand même une accélération qui est très forte, alors qu'on a un mouvement de prix qui est très bas. Ça, c'est pas forcément excessivement bon signe, hein, c'est ce que je vous explique depuis un certain temps, c'est que potentiellement on va avoir ici une recorrélation qui va être effectuée avec une cassure forte, et derrière on devrait retourner sur quelque chose d'un petit peu comme ça, de plus mitigé pour potentiellement reconstruire après, derrière une accélération haussière, et peut-être quelque chose qui va être un petit peu plus cohérent. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une diminution des leverages, redescendre dans les 70, 60K, ce serait pas mal, potentiellement pour pouvoir tout simplement repartir à la hausse. Hein. Ce qui serait vraiment idéal, c'est d'aller dans les 50K. Dans les 50K, là, un petit peu avant cette augmentation, ce serait vraiment très bien pour pouvoir repartir tranquillement avec quelque chose qui éviterait les clusters liquidation et qui éviterait justement de donner de l'incentive à aller chercher plus bas. Et ça, là-dessus, ce serait quand même agréable. Pour la petite anecdote, avant de partir en vacances, vous vous rappelez quand je dis short les bottoms, il faut short le bottom. Vous vous rappelez ça ou pas? 9 mai. Il faut porter ses couilles pour dire ça envers et contre tout. Envers et contre tous, entre guillemets. Eh ben, devinez quoi? On a perdu 20% après coup. 20% sur le Bitcoin. Je veux dire, s'il y a bien une voix contrarienne dans le YouTube Space, c'est bien, entre guillemets, Bibi. Donc, actuellement, c'est sûr que les 20%, on dit « Ouais, ils voulaient short ici !» Effectivement, hein, 26%, c'est peut-être oublié maintenant qu'on est ici, mais n'empêche que ceux qui se sont pris les 50, 60, 65% de crash sur les altcoins, peut-être que ceux qui étaient du bon côté du VIP, entre guillemets, ils ont peu évité la calotte monumentale. Non? Bon, toujours est-il aussi que j'étais bullish ici, qu'il y a des gens qui sont venus dire « Ouais, il est bullish ici, il va falloir commencer à vendre. » Bah oui, commence à vendre là, mon gars. Hein, on va voir comment ça se passe. Bon, maintenant, on retourne à la méthode du Bitcoin. Assez d'autosustage de bits. N'empêche que si vous avez envie de survivre et gagner dans les cryptos en commençant par la survie, c'est chez moi que ça se passe. Et aujourd'hui, pour ce qui est de la méthode du Bitcoin, bon, on est revenu dans une corrélation avec les indices boursiers et indices boursiers qui essayent de continuer, mais avec faiblesse. Hein, on n'a pas terminé dans le vert hier. Et on a la possibilité de voir et de retester, de faire un nouveau plus haut creux. C'est juste que mentalement, on se dit, si ça crache maintenant, imaginons à 15 000, ben mon palier d'achat sera encore plus bas. Et plus tard, si le pump il se fait encore plus fort, ben j'aurai plus par exemple, je sais pas moi, un BTC. Imaginons que vous avez accumulé jusqu'à maintenant un BTC, mais un BTC et demi, ce que je ne pense même plus pouvoir imaginer acheter maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu, si ça pump maintenant, eh bien vous auriez plus peut-être... vous allez peut-être atteindre un BTC,3, d'accord?
Mais c'est ça en fait, on veut voir le BTC se cracher, mourir quasi, hein, vraiment avoir des prix très bas, pour se dire, bah là purée, quand je vais acheter du BTC, ce sera dingue en fait, ce sera beaucoup de BTC à chaque fois, par rapport au prix où il est maintenant, d'accord, au bottom peut-être maintenant. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a vraiment cet effet contradictoire en investissement, et surtout sur le BTC, c'est vraiment vu, hein, et surtout, bah, le BTC nous a habitués à ça, c'est-à-dire que finalement, on rêve de ça, on rêve à des crashs comme ça, d'accord, parce que sur le long terme, on sait, en tout cas on part du fait qu'on est sur quelque chose d'haussier de manière générale. Purée, c'était pas la fin de vidéo là? Si, hein. Bon, je suis parti dans une logorée. De manière générale haussière, mais on attend quoi? On attend, comme des masochistes, ça quoi. Et ce petit truc, peut-être ça. Hein. On attend en fait, comme des masochistes, ça quoi. Vraiment des crashs. Quelque chose qui fait mal pour un néophyte, pour un tout nouvel entrée, parce qu'il a un entrant parce qu'il aura acheté les 40, 50, 60 000 $. Mais on l'attend à 10 000 parce qu'on a trop envie qu'il y aille. Alors ETH BTC hein, qui est bearish maintenant, on est sur les 0,382, ça passe ou ça casse, donc soit on consolide ici, le marché redéclenche quelque chose d'haussier, et ETH se remet à surperformer Bitcoin, soit on break, et donc ETH rentre dans un marché plutôt en range, et donc il faudra s'attendre à une action de prix similaire à quelque chose comme ça. Donc des rebonds qui peuvent être plus ou moins profonds, par exemple quelque chose comme ça, hein. Mais la finalité ce serait un Ether qui revient ici très très probablement pour développer par la suite quelque chose de bullish pour hiver 2023 ou 2024. Là je parle de ETH BTC, donc l'Ethereum contre le Bitcoin. Ce qui fait qu'il y a de grandes chances qu'en cas de rallye haussier du Bitcoin, ce soit Bitcoin qui performe le plus que Ethereum et donc plus que 90-95% des altcoins. Donc ce serait Bitcoin le trade le plus avantageux contrairement aux alts. Il faut comprendre que l'ambiance générale est franchement pas sexy, c'est ce que nous donne en fait ce ratio Ethereum-Bitcoin. Et tant qu'Ethereum restera sous-performant à Bitcoin, il n'y aura probablement pas ou peu de recherche sur les altcoins. Et comme ces altcoins sont très 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 spéculés, particulièrement par les investisseurs particuliers, qui ont un sentiment absolument affreux actuellement, et ça n'est pas amené à changer à très court terme, tant qu'il n'y a pas un électrochoc, la plupart de ces gens sont sous des syndromes de dépression clinique, c'est-à-dire qu'ils sont de toute façon totalement déprimés, ils regardent les graphiques tous les jours, et ce qu'ils n'y voient, ce n'est que plus de sang à venir, et ça n'invitera pas à des recherches d'achat spéculatives. Les professionnels, eux, anticipant comme d'habitude à la fois ces choses-là, c'est-à-dire sachant que les particuliers ne sont pas du tout dans un bon moral, etc., ils vont pas acheter dans cette ambiance-là, donc en attendant, on n'a pas besoin d'acheter non plus nous-mêmes, on va jouer la montre. Bref, j'ai l'impression que les professionnels sont surtout en train d'arbitrer la volatilité des marchés crypto, plus qu'autre chose, donc évidemment, jouer la montre, ça peut rapporter de l'argent, le temps c'est de l'argent, et surtout en finance. Donc n'oubliez pas que là, les erreurs à pas commettre actuellement, se surexposer, se surendetter, devoir à payer des marges extrêmement chères, etc. Donc attention à tout ça. On est patient, on prend son mal en patience justement, on récupère son staking, on essaye d'éviter les jetons sur lesquels l'inflation est punitive, c'est-à-dire l'inflation est largement supérieure aux revenus passifs que vous pourriez avoir, qui compenseront dans ce cas-là les baisses de prix. Et on prend son mal en patience, on attend, on est patient. Voilà. Donc bref, sur la clôture Ethereum, c'est pas beau du tout. Maintenant, parlons un petit peu de ce truc en particulier. Il s'agit d'un graphique super cool, et ce que vous pouvez voir ici, c'est premièrement le prix du Bitcoin à ce point, et ensuite sur le fond, vous avez les profits et pertes réalisés. Mais alors, comment est-ce que tout ça est calculé? Eh bien, on obtient ça en regardant les transactions d'achat de chaque wallet, et s'ils transfèrent à nouveau, alors on se demande à ce point où ils ont acheté ces fameux Bitcoins, à quel prix donc en gros. Ensuite, on considère un profit réalisé s'ils ont donc acheté à un prix plus bas et transactionnent à nouveau à un prix plus élevé, et bien sûr au contraire, on a les pertes réalisées lorsqu'ils ont acheté à un prix plus élevé, vous l'avez deviné, et que le Bitcoin bouge à nouveau à un prix inférieur. Ok, voilà donc les profits et pertes réalisés, et ce que vous pouvez voir ici, c'est que généralement, lorsqu'on a un pic dans ces fameuses pertes et profits réalisés, eh bien ça permet généralement de signaler le fond de la chute du Bitcoin. Vous pouvez voir que juste ici, on a ce fameux bottom sur la ligne un peu jaunâtre de ce côté, on a donc eu ce... Ok, genre, c'est pas exactement là, c'est vrai, mais c'est tout de même dans cette zone, c'est ce qui compte au final. Donc, pour moi, ce que tout ça veut dire, c'est que si on obtient un pic dans les pertes et profits réalisés, comme je vous l'expliquais, eh bien,
ben ça soit représente le fond de la chute, ou alors ça en est réellement proche. Juste ici, vous pouvez voir par exemple le crash du Covid, on a beaucoup de pertes réalisées ici également, et vous pouvez voir que durant le bear market de 2018, les pertes réalisées étaient également très hautes à ce point sur ce pic, et à partir de là, on a redécollé. Maintenant, une chose à laquelle faire attention également, c'est qu'on a eu cet énorme pic de pertes réalisées ici en plein milieu également, mais ceci n'était pas du tout, disons, temporellement proche d'un bottom. Mais regardez ça tout de même, on peut considérer que c'était dans quelque sorte proche du fond tout de même, parce que vous pouvez voir que depuis qu'on avait eu ces profits et pertes réalisés, là c'était donc le fond, et on a eu une énorme poussée à la hausse juste après ça. Ensuite, on a un peu latéralisé pendant encore un sacré moment en fait ici, avant d'assister à cette énorme chute en question. Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'on a eu, ça fait quoi, ça, genre 6 mois pour sortir de nos positions à profit, pour faire simple, ça nous a quand même aidé. Donc, ce truc représentait tout de même une information vraiment importante. Et Bitcoin, en 2015, je vois un potentiel énorme. Je sens arriver, quand Gonzague m'en parle, qu'il y a un potentiel de valorisation énorme. Alors, c'est quoi ce potentiel? Pourquoi ça aurait de la valeur, Bitcoin? Alors, à l'époque... Puisqu'il n'est collatéralisé par rien et qu'il ne repose que sur du vide. Tu sais très bien que c'est faux. En fait, bon, on va pas refaire. Il y a des gens bien plus brillants que moi qui sont passés ici, qui ont expliqué tout ça au niveau technique. Moi, ce que je dirais, c'est que mathématiquement, enfin au niveau sécurité, au niveau, c'est une monnaie commune qui a une sécurité inouïe et qui a une promesse assez intéressante de transporter la valeur dans le temps. Et plus je vais avoir une adoption forte sur cet actif, plus je vais avoir besoin. L'essence du réseau, c'est le Bitcoin, c'est le jeton. C'est-à-dire que si j'ai pas le jeton, je peux pas me servir du réseau, puisqu'il faut. Je peux faire une transaction Bitcoin limite gratuitement. Je peux demander qu'on l'inscrive dans la blockchain gratuitement. Mais si tous les gars devant moi, ils ont mis un pourboire pour le mineur, il prendra jamais ma transaction. Donc il faut que le mineur, je le paye en Bitcoin. Donc il me faut l'essence du réseau, le gaz du réseau quand on parle d'Ethereum. Mais il me faut cette essence qui est le Bitcoin pour que la transaction soit enregistrée dans le marbre de la blockchain pour l'éternité. Et ça veut dire que c'est l'essence même du fonctionnement. C'est l'huile des rouages. S'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de rouage. Les rouages ne peuvent pas tourner sans huile. Eh bien, le Bitcoin, c'est l'huile du rouage de la blockchain, qui est une blockchain commune et qui est une œuvre commune. C'est ça qui est très intéressant, c'est un patrimoine commun. Si on pouvait parler de Commonwealth aujourd'hui, Bitcoin est un Commonwealth. Concernant cette fois-ci le testnet Ropsten de l'Ethereum, qui est en fait en pleine répétition générale avant la fusion. Donc comme vous le savez peut-être déjà, on attend avec impatience la fusion de l'Ethereum. Et avant de lancer donc la version finale, les premiers tests se font tout simplement sur le serveur test Ropsten, qui va exécuter une sorte de fusion test pour vérifier justement qu'il n'y aura pas de problème sur le serveur initial de l'Ethereum. Et c'est comme ça que l'un des développeurs de l'Ethereum, donc à savoir Tim Beiko, a annoncé mardi que la nouvelle chaîne de balises pour Ropsten avait été lancée. Et pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Ropsten, c'est tout simplement le testnet, c'est-à-dire donc un serveur de test de l'Ethereum, et notamment sur lequel on a eu pas mal d'essais concernant justement les différents clients de l'Ethereum. C'est même à l'heure actuelle le serveur test le plus ancien de l'Ethereum. Il a été lancé d'ailleurs dès 2016. Et donc dès que la fusion test sera lancée, on pourra voir ce que ça va donner donc concernant la fusion finale de l'Ethereum. Et encore une fois, pour ceux qui étaient dans une grotte durant tous les derniers mois ou qui n'ont pas suivi du tout ce qui va se passer en fait sur l'Ethereum, la fusion c'est tout simplement donc un des événements les plus attendus de la blockchain de l'Ether. Et ça va permettre plusieurs choses. Déjà, ça va permettre en fait de convertir donc l'algorithme de Proof of Work d'Ethereum en Proof of Stake, c'est-à-dire littéralement donc de passer de preuve de travail, c'est-à-dire avec du mining, à un Proof of Stake, c'est-à-dire à des validateurs de nœuds qui eux détiennent en fait des Ethereum qui sont stackés, et ce qui devrait normalement donc réduire grandement en fait les besoins d'énergie du réseau, mais également réduire les frais de transaction. Maintenant, concernant les frais de transaction en eux-mêmes, je vais vous préparer donc un dossier complet sur l'Ethereum dans lequel je vous expliquerai en fait quelque part que les blockchains qu'on connaît à l'heure actuelle et qui développent en fait des contrats intelligents, donc des smart contracts, devraient selon moi à long terme être des blockchains de niveau 1 sur lesquels les frais de transaction seront élevés, donc elles seront de moins en moins utilisées comme des monnaies justement à cause des frais de transaction. Par contre, on verra justement l'émergence de beaucoup de layers secondaires, donc des layers 2, 3, 4, peut-être même supérieurs, sur lesquels les frais de transaction seront plus faibles. Parlons maintenant de Zcash. Zcash, donc c'est la crypto-monnaie, c'est l'une des principales crypto-monnaies qui veut en fait réaliser des transactions les plus sécurisées possibles, de manière vraiment anonyme. Vous pouvez envoyer de l'argent à quelqu'un
sans qu'à aucun moment sur la blockchain on puisse savoir qui a envoyé de l'argent à qui et pour quel montant. C'est beaucoup plus, on va dire, sécurisé que, ou plutôt beaucoup moins transparent que les blockchains type Bitcoin, Ethereum, etc., où tout est public. On sait juste, on sait pas qui est derrière un wallet, mais on sait que tel wallet a envoyé de l'argent à quel wallet, alors que sur Zcash, il y a des transactions qui sont vraiment confidentielles. Mais jusqu'à maintenant, sur Zcash, en fait, il y avait deux types de transactions. Les transactions, on va dire, confidentielles et les transactions non confidentielles. Et c'était pas par défaut des transactions confidentielles pour tout le monde. Donc il y avait plein de personnes qui utilisaient Zcash tout en ne profitant pas d'une sécurité optimale. Et là, en fait, ils viennent de lancer une nouvelle version de Zcash. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle NU5, la mise à jour NU5. Donc ça a été lancé et là, par défaut, les transactions sont confidentielles. Il n'y a pas du tout, on ne sait pas qui envoie de l'argent à qui, donc c'est vraiment anonyme. Et c'est un point positif pour Zcash comparé à Monero. Monero, jusqu'à maintenant, eux, ils étaient 100% confidentiels. Et là, vraiment, ils auront un concurrent de plus sur le marché vraiment des cryptos ultra sécurisés. Ils ont aussi enlevé quelque chose qui faisait que jusqu'à maintenant, en fait, ils avaient besoin, lors des mises à jour majeures, ou même lors de la création du réseau Zcash, il y avait besoin de se baser sur des humains qui devaient réaliser un certain nombre d'opérations techniques de sécurité, de création de secrets. Ensuite, ils devaient détruire les secrets eux-mêmes. C'est quelque chose qui était assez gênant parce que ça entraînait en fait une composante humaine et auquel il fallait faire confiance. Là, ils ont enlevé tout ça et c'est une très bonne chose aussi. On rappelle, lors de la création de Zcash, il y avait notamment Edward Snowden qui avait réalisé ça, une sorte de cérémonie des clés où il y a eu un certain nombre de secrets générés qui permettent d'assurer la sécurité de la blockchain. Donc voilà, grosse nouveauté sur cette blockchain. Et on passe tout de suite donc à la news suivante, cette fois-ci du côté de la Russie et plus précisément du rouble numérique qui pourrait en fait voir le jour plus rapidement que c'était prévu. Et ça notamment à cause des différentes sanctions. Et c'est comme ça que la Banque centrale russe a déclaré qu'ils allaient accélérer justement le lancement du rouble numérique. Et donc après le lancement du yuan numérique, ça pourrait être cette fois-ci pas autour du rouble numérique. Et on a eu notamment donc la vice-présidente de cette institution qui a indiqué que le projet pilote de la monnaie numérique, il allait commencer en avril 2023. Donc clairement c'est pas pour demain, mais étant donné qu'on sait qu'ils ont annoncé parmi les derniers le lancement de leur propre monnaie numérique, ils ont quand même pas mal accéléré leur emploi du temps. Quand on sait notamment qu'on a le dollar numérique ainsi que l'euro numérique qui sont discutés déjà de plusieurs années. Et justement, donc dans ce projet pilote, on va voir des transactions réelles de roubles numériques qui seront réalisées par des utilisateurs. Et notamment une douzaine de banques russes qui ont demandé à faire partie de ce projet. Mais c'est pas tout, parce qu'ils veulent pousser ça encore plus loin. Ils ont également annoncé qu'ils souhaitaient déployer des contrats intelligents sur la plateforme de la monnaie numérique. Alors peut-être que le rouble numérique va même venir faire la concurrence à l'Ethereum. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que donc dès février 2022, la Banque centrale russe, elle avait déjà fait des tests donc, concernant sa plateforme de monnaie numérique. Alors même si pour l'instant il est annoncé 2023, ça pourrait peut-être même arriver potentiellement à la fin de cette même année. Maintenant, à l'heure actuelle, franchement, je ne sais pas trop quoi penser de ces monnaies numériques-là, notamment dollar numérique, yuan numérique, etc. Et on verra ce que ça va donner vraiment dans l'écosystème. J'espère en tout cas que ça va pas être une espèce d'approche pour mettre de côté les stablecoins, en quelque sorte peut-être même les interdisant, pour essayer justement de détrôner les stablecoins à la gloire, j'ai envie de dire, des monnaies numériques des différents États. Donc en fait, Cross the Edges, ce n'est pas un play to earn, ni un pay to win, mais vraiment un play and earn. En fait, ils veulent vraiment qu'on joue et qu'on gagne, mais qu'on prenne du plaisir à jouer. Ils veulent faire un jeu plaisant, ils veulent pas juste en fait être un énième projet crypto ou projet NFT. Du coup, toutes les cartes, elles seront en format digital, mais après on peut les mint en NFT. Ça veut dire qu'il y a des gens random qui ne connaissent absolument rien à la blockchain et aux crypto-monnaies qui pourront quand même jouer très facilement et jouer contre des personnes qui, elles, possèdent un wallet. Parlons de business model et donc de token. Alors, il y aura d'abord, première information, un airdrop de tokens pour toutes les personnes qui ont acheté avant le lancement du jeu des packs, donc des NFT. C'est tout simplement, ils ont mis à disposition des espèces de paquets de cartes que vous pouvez acheter. Et si vous achetez ces paquets de cartes, vous allez pouvoir être éligible à l'airdrop du token, donc le CTA qui sera le token du jeu. En gros, le CTA, ça vous donnera accès à des features dans le jeu et ce sera l'essence même du jeu. En fait, il ne faut pas
les utiliser, mais simplement les détenir. Par exemple, si on veut minter, donc je disais qu'on peut très simplement jouer au jeu avec des cartes normales qu'on ne paye pas, qui ne sont pas des NFT. Et si on veut minter donc des cartes pour passer du digital à des cartes NFT, il faudra utiliser ce token, le CTA. Donc en gros, pour transformer des cartes digitales en cartes NFT. Après, il y aura aussi des championnats. Si on veut participer, jouer à ces championnats-là, alors il faudra staker du CTA. Si on veut transformer des cartes donc de NFT en NFC, des cartes en physique, je vais vous en parler juste après, il faudra aussi avoir du CTA. Et puis après, au plus on a un nombre de CTA, au plus on pourra louer des cartes. Il y aura aussi des airdrops hebdomadaires de CTA. Donc le token sera sorti dans vraiment pas longtemps, mais du coup, ne sera pas encore listé, tout simplement parce que vu la conjoncture du marché, les fondateurs ne veulent pas tuer tout le projet et donc ils ne veulent pas le lister maintenant pour que les gens perdent de la valeur. Donc ils vont attendre, même s'ils vont dès à présent le sortir. Avec un petit schéma très simple, ce que je peux vous expliquer, c'est que sur une telle plateforme, là on va dire ici au milieu c'est la plateforme de lending, par exemple Atom Protocol, il va y avoir des prêteurs. Vous venez avec par exemple de l'EGLD ou de l'USDC, généralement c'est souvent avec des stablecoins pour prendre le moins de risques possible. Vous stackez votre crypto, donc c'est là le petit 1, sur la plateforme, vous avez un rendement, un certain pourcentage, ça fonctionne un petit peu comme du stacking, mais l'avantage c'est que vous pouvez retirer le montant investi à n'importe quel moment. Il n'y a pas de délai de 9 ou 10 jours, donc ça permet d'être très liquide. Ensuite, l'argent que vous avez déposé, et donc la liquidité justement, peut être prêté à des borrowers, des emprunteurs, mais pour pouvoir emprunter, il faudra aussi payer des intérêts. Normal, en fait, c'est un peu comme une banque, sauf que tout ça est décentralisé, et contrairement à une banque, on va pas vous demander beaucoup de garanties. Tout ça est régi par des smart contracts qui régissent les règles. Cependant, vous devez quand même apporter une garantie. On appelle ça le collatéral. Pour pouvoir emprunter, il faut soi-même apporter de la liquidité. Donc par exemple, si je dépose sur la plateforme 100 $ en USDC, je vais avoir le droit à un taux d'endettement, généralement c'est vers les 75% je crois, mais comme le dit justement Asher dans sa vidéo, il vaut mieux pas aller jusqu'aux 75% d'endettement, mais un peu moins, plutôt 50-60%. Donc admettons, j'ai déposé 100 $, je vais emprunter 60 $, et cet argent je peux m'en servir par exemple pour faire du farming sur une plateforme quand il y a des gros rendements. Les intérêts payés par les emprunteurs payent les intérêts des fournisseurs de liquidités, et c'est comme ça que ça fonctionne, la finance décentralisée, les protocoles DeFi. Alors, l'histoire se déroule dans un monde dystopique entre fantasy et science-fiction dans le royaume Artelium. Le royaume Artelium est composé de 3 mondes. Arcanté à l'ouest où la magie et le pouvoir de la nature règnent. Dans une société dark, dure et cruelle, le peuple est pauvre et il a recours à la magie noire. Les décors dans ce monde sont gigantesques et composés de statues. On peut y croiser des dragons, des trolls et aussi des monstres légendaires. Quant à l'autre monde, Mantris, à l'est, est un monde ultra connecté où la technologie règne. Ses habitants ont recours au transhumanisme par le biais de la technologie, des humains, des robots, des avancées scientifiques et technologiques extraordinaires. Vous y verrez aussi des holographes. Et ces deux mondes s'affrontent. Entre deux régions, il y a un troisième monde qu'on appelle Rift. En fait, c'est tout simplement une zone neutre qui a été dans le passé une zone de combat extrême. Voilà pour l'histoire du monde de Cross the Ages. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.